Salut tout le monde et bienvenue dans le Trail qu'on aime. Je suis Alexandre Viol, animateur du podcast et je suis très heureux de vous retrouver avec l'équipe du Trail qu'on aime pour un épisode bonus, un hors-série qu'on vous a concocté en express avec l'équipe pour débriefer ensemble les championnats de France de trail qui ont lieu le week-end dernier et qui ont connu tout un tas de rebondissements. Au programme de l'épisode, en première partie, un retour complet sur les moments forts de ces championnats de France, où on s'attardera notamment sur les performances qu'on a retenues, mais aussi, bien sûr, sur une analyse des faits de course sur le trail long et une projection sur les prochains championnats d'Europe avec la liste des sélectionnés qui a été officiellement dévoilée hier. Ensuite, en deuxième partie d'épisode, la réception exceptionnelle d'une doublette de championne de France, Audrey Tanguy, championne de France de trail long, et Cécile Jarousseau, championne de France de trail court, qui seront avec nous pour revenir sur leurs performances et nous parler des raisons qui les ont conduites à un retour réussi sur la scène nationale. Avec moi pour m'accompagner dans cet épisode, que des monstres dans leur domaine, le meilleur entraîneur de France, Nicolas Martin, le meilleur kiné de France, Théo Robin, et le meilleur orienteur de France, trailer, Mathieu Delpeuch. Comment ça va, messieurs ? Alors, tu es gentil, Alex, mais je ne suis pas le meilleur entraîneur de France, très loin de là. En tout cas, par contre, j'ai la chance de collaborer avec certains des meilleurs athlètes de France, ce qui favorise quand même les résultats, on va pas se mentir. Donc, ça va très bien. J'ai bien récupéré de mes différents voyages et puis la forme semble monter. Alors peut-être que je pourrais me faire plaisir le 3 mai du côté de Gap. Théo, tout va bien ? Ouais, ça va. Alors le titre, je dirais la même chose que Nico. Toujours pareil à chaque épisode. Mais sinon, ouais, ça va bien. Ça récupère tranquillement des France qui était un week-end mouvementé là-bas. On va en discuter un petit peu dans le cœur du podcast. Et puis aussi qui nécessite pas mal de transport. Et c'était aussi la fin de prépa marathon. Donc voilà, ça fait un bon week-end bien costaud pour finir la prépa. Et puis là, place au repos, ça fait plaisir. Mathieu, est-ce que tu as bien profité de tes petites vacances post-France ? Ouais, ça a été un petit peu compliqué avec tous les rebondissements et toutes les dingueries que nous a pondu le regard, on va y revenir. Mais j'ai quand même pu un petit peu profiter du sud de la France et de la tranquillité du Luberon. Alors justement, on commence direct dans le vif du sujet avec ce qui a fait beaucoup parler et qui, on peut le dire, a un petit peu gâché quelque peu la grande fête que devaient être ces championnats de France de trail. L'égarement des 6 athlètes qui étaient jusqu'alors en tête de la course, juste avant le Chalet Reynard, dont faisait partie Mathieu. Mathieu, première question. Dis-nous, on veut savoir qui était en tête du groupe à ce moment-là. Il a induit en erreur tout le monde. Dis-nous. Je dirais pas son nom, mais il est deuxième du com du périmètre. Non, plus sérieusement, concrètement, dans un premier temps, moi, avant de parler vraiment des faits, de ce qu'on a analysé par la suite, comment ça s'est passé toi, au niveau de ton ressenti personnel ? À quel moment vous avez vu que vous étiez perdu ? Comment tu as réagi ? Et surtout, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es arrivé au ravito et que tu as compris que le podium et voire le titre de champion de France était en train de s'envoler ? Ok, je vais vous raconter d'abord avec la vision de l'athlète qui a vraiment couru et avec ce que j'ai ressenti pendant la course, avec les infos qu'on avait à ce moment-là. Et je pense qu'après, on pourra parler dans un second temps de tout ce qui s'est passé avec toutes les infos qu'on a pu faire remonter et maintenant la vision plus globale sur l'événement. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on arrive en haut du sommet du Ventoux d'abord dans un premier temps. On est un groupe de 6 qui bascule dans la descente. Et déjà, là, on sort de la trace GPX. On nous annonce qu'il faut prendre la route et on va pas suivre le chemin des crêtes. Donc, on fait 4 km hors trace GPX, sans balisage. À plusieurs reprises, Antoine se demande si c'est vraiment par là parce que c'est bizarre. Enfin, c'était pas prévu. Moi, j'avais eu la chance que Nico m'avait glissé. Vous allez prendre la route jusqu'au Chalet Reynard, juste sur la ligne de départ, parce qu'il y a eu des modifications le matin même du parcours qu'on allait prendre. Et donc, moi, je m'inquiète pas plus que ça à ce moment-là. Je me dis, on va arriver au Chalet Reynard par la route, il y a pas de problème. Et en fait, juste avant le Chalet Reynard, ils nous font remonter sur la crête du Ventoux, sur l'épaule qui part vers l'est, pour qu'on arrive dans le bon sens au ravitaillement. Donc ça je le devine, c'est pour qu'on arrive en haut. C'est bizarre, je pensais qu'on allait arriver par la route, mais bref, c'est pas grave. On rejoint la trace GPX qui est sur la crête. On fait 300 mètres sur cette trace. On est le groupe, là, on descend pleine balle, on est dans le chemin principal. Il n'y a pas de questions à se poser, on y va. Et là, les montres bip. Oh les gars, on est à nouveau sortis de la trace alors qu'on venait de la rejoindre 300 mètres avant. Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose ? Personne n'a rien vu, donc on continue. Je pense 200 mètres plus loin, un groupe de randonneurs. Est-ce que c'est bien par là ? Les randonneurs nous confirment que c'est par là. Donc là, dans notre tête, on se dit, ils sont montés du Chalet Reynard à contresens du parcours, donc c'est bon. On continue. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de rubalises. Donc là, c'est un peu bizarre, mais on se dit, comme il y a eu des modifications de dernière minute, c'est probablement qu'ils ont ajouté une petite boucle. Ils n'ont pas eu le temps de remettre assez de rubalises. Et on arrive à la première intersection, donc 400 mètres après qu'on soit sorti de la trace GPX environ, peut-être 500 mètres. Et là,
Je dis putain les gars, il n'y a pas de rubalise, et Antoine dit mais si, il y en a une là, et en fait il y en avait une effectivement dans le single qui continuait en face de cette traversée de route ou de grosse piste, et donc on continue de s'engager et on se dit ils n'ont pas eu le temps de mettre assez de balisage, on continue, et jusqu'à ce qu'on arrive, je pense à environ 10 minutes au total, 10 minutes après qu'on soit sorti de la trace GPX, ou peut-être 7-8 vu que ça descendait, et là on se dit intersection suivante, il n'y a pas de balisage les gars, c'est la merde. Et donc là je mérite mon titre de meilleur orienteur puisque j'ai sorti ma petite carte sur la montre, j'ai dézoomé, j'ai trouvé les chemins qui allaient nous ramener le plus vite au Chalet Reynard. Donc on est parti en suivant un petit peu les courbes de niveau jusqu'au Chalet Reynard, et à ce moment-là dans notre tête on reste motivé, on reste mobilisé, on se dit on sait qu'il va se passer quelque chose de bizarre sur le championnat de France et que ça va être un sacré bordel, mais on sait pas si tout le monde va prendre la même trace que nous, ou si des gens auront coupé directement au Chalet Reynard comme c'était probablement prévu par l'organisation. Et c'est quand on revient sur la trace, donc après avoir passé à peu près, je pense qu'on a passé 23-24 minutes hors trace, et que la trace tout droit prenait 3-4 minutes, donc on a perdu 19-20 minutes en fonction des coureurs. Et c'est à ce moment-là où on revient sur le parcours que je reconnais, enfin, je vois des athlètes que je reconnais pas du tout qui arrivent tout droit de la crête, donc et je me dis bah là on est vraiment loin, parce que si je reconnais pas les gars, c'est que ils sont probablement hors du top 30, et en fait on se rend compte qu'on est entre 35 et 40e, donc notre petit groupe de 6. Et donc ce groupe de 6 était composé de Antoine Charvolin qui menait le groupe au moment où on s'est perdu. Moi j'étais deuxième, Rémi Passac juste derrière moi, et après derrière il y avait Arnaud Bonin, Clément Lalba et Robin Juliaguet. Donc là on est à nouveau sur le parcours, on voit Adrien Séguré qui nous dit les gars, faut rester mobilisés, rien n'est fait pour la Slovénie, il faut continuer. Donc dans le groupe, il y a différents états d'esprit qui se mettent en place, on fait notre ravitaillement. Je crois que Robin Juliaguet et Clément Lalba, ils repartent mais tranquilles, ils sont trop deg. Et donc nous, on repart à 4 avec Rémi, Antoine et Arnaud juste derrière moi à la poursuite de la tête de course. On sait pas les écarts, on sait pas où on en est dans le classement. Donc on essaye de juste rester engagé, rester mobilisé. Moi, je me prends une grosse boîte, je perds Rémi et Antoine, qui je pense étaient de toute façon un petit peu plus solides que moi. Et puis après, je finis, je cours quand même assez dur, mais c'est quand même mentalement, c'est un autre état d'esprit. Je sais pas pourquoi je me bats, je sais pas ma position, et donc je finis assez fort, mais quand même pas non plus, je pense, à 100%. Et là, quand on est dans ce contexte-là, les douleurs au quadrique commencent à apparaître, deviennent forcément beaucoup plus intenses que si t'es à la bataille pour une Selec ou pour un podium mondial. Donc voilà ce qu'on a vécu sur le moment et ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, moi, j'ai un peu d'amertume, mais je me dis, si les autres ont réussi à prendre le parcours, c'est que c'est peut-être un petit peu de notre faute. Je sais pas si d'autres athlètes se sont perdus à part notre groupe, et donc je franchis la ligne. Je suis un peu deg qu'il se soit passé ça, mais ce qui va à ce moment-là, je suis prêt à passer à autre chose, mais ce qui va me rendre un petit peu plus deg, c'est toutes les infos qu'on va faire remonter, et les responsabilités qui sont pas assumées, et les mensonges qui vont suivre. Donc on peut développer là-dessus si vous voulez, mais je vais vous laisser vous me poser des questions s'il y a des choses qui n'avaient pas assez claires, ou s'il y a des choses que vous voulez savoir en plus. Ouais, justement, on va revenir juste sur des choses très factuelles qui vont permettre de donner des éléments à tout un chacun, et voilà, d'expliquer correctement la situation, parce qu'on a vu beaucoup de choses sur les réseaux, notamment ce communiqué un petit peu fallacieux de l'organisation. Donc l'idée, c'est de blâmer personne, c'est juste d'apporter du factuel pour expliquer la situation. Comment vous avez vécu ça, les gars, vous, Nico et Théo? On était présents sur place. Toi, Nico, t'étais en plus au Chalet Reynard. Nous, on était sans réseau, en train de suivre le trail court. On savait pas ce qui se passait. On entendait des rumeurs comme quoi les 6 premiers s'étaient perdus. Donc avec Théo, on était un peu comme complètement déboussolés. Nico, toi, raconte-nous comment t'as vécu ça, parce que pour le coup, t'étais au Chalet Reynard, donc présent sur la course. Ouais, non, j'étais pas au Chalet Reynard, mais en fait, j'avais fait le choix de monter sur le versant nord pour aller voir une première fois la course sur ce qu'on appelle la piste des 1500, donc environ 450 mètres avant d'aller au sommet dans la montée, et après de redescendre sur le dernier ravito où ils étaient pas assistés, qui s'appelle le Jas de la Conche. Et du coup, comme on avait un peu d'avance, j'étais avec un jeune du Trièves, et puis Hugo Deck qui courait un peu sur la course, donc on est remonté à l'envers. Et puis on était pour ceux qui connaissent le parcours, les premières petites remontées après le Chalet Reynard, et je sors mon téléphone pour regarder un peu ce qui se passe. Et puis là, on voit, au moment où j'allume, on voit parce qu'ils avaient tous des balises, on les voit donc sur l'équipe complètement en dehors de la trace, au milieu de la forêt là-bas. On se dit qu'est-ce qui se passe et tout. Du coup, à ce moment-là, j'envoie rapidement un message à Julien Rencontre. Je lui dis mais là c'est la merde, qu'est-ce qui se passe? Et donc du coup il me rappelle, il me dit ouais non, mais là on sait pas ce qui s'est passé. Et donc lui il était au Jas de la Conche, donc on est revenu au Jas de la Conche pour attendre le passage. Et puis là comme il y avait cet enjeu de sélection, Julien, je l'ai aidé à pointer tous les coureurs pour notamment qu'ils aient une idée de comment se déroulait là, même s'il y avait les pointages, mais ils assuraient le coup pour savoir comment allait se dérouler la fin de course, notamment
voilà, même si à ce moment-là ils savent pas ce qu'ils vont faire parce qu'il y a des critères de sélection et tout, ils vont quand même essayer de regarder qui a mieux fini, notamment. C'était un peu ça l'idée. Donc voilà, donc c'était très 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 particulier, et c'est vrai que ça a un peu occulté la course, je dirais malheureusement entre guillemets pour Florian, pour Xavier ou pour Valbénard, qui rapidement vont peut-être pas avoir la récompense qu'ils méritent parce que tout le monde est focus sur le fait que les premiers soient perdus. Donc c'est vrai que c'était assez particulier. Ça me renvoie aussi à ce que j'avais vécu moi en 2016 où je m'étais perdu. Alors pour le coup, moi j'avais gagné du temps. C'était un peu différent. J'étais sûr qu'il allait nous raconter cette histoire. Et donc du coup, c'était à ce moment-là, la chance qu'on avait eue, ça s'était passé plus tôt dans la course et que finalement, Sylvain Court, qui était la personne lésée, avait pu revenir dans la course et notamment presque devant. Donc ça a posé moins de problèmes. C'est vrai que là, ça a complètement faussé la course et on ne sait pas vraiment ce qui se serait passé si les 6 coureurs avaient bataillé jusqu'à la fin, quoi. Oui, oui, oui. Parce qu'encore une fois, pour tout l'enjeu, c'était au-delà des titres de champion de France et du podium, c'était bien sûr la sélection où, dans les modalités de sélection, les 2 premiers étaient sélectionnables, donc pas forcément sélectionnés, mais en tout cas avaient une priorité sur la sélection. Mathieu, on va revenir rapidement sur le communiqué de l'organisation qui a expliqué que finalement, peu de personnes s'étaient perdues à part vous. Après analyse, après discussion, après échange avec pas mal de coureurs, on s'est quand même rendu compte que à l'embranchement où vous vous êtes perdu, et ben en fait c'était loin d'être clair et que malheureusement vous n'êtes pas les seuls à vous être trompés. Ben ouais, on apprend qu'on n'est pas les seuls. Bon, mais c'est pas grave. Il y en a qui ont réussi, puis le reste du peloton a réussi. Donc l'erreur à ce moment-là est partagée dans ma tête. Et puis je vois ce communiqué qui dit, qui s'appuie en fait, qui essaye de dédouaner l'organisation au maximum en s'appuyant sur le fait qu'on suivait la trace GPX. Donc 2 infos. On venait de faire 5 km hors trace GPX. Il y a des modifications pendant la course du parcours. Donc évidemment, les coureurs ne peuvent plus se fier à la trace GPX qui est fournie. Deuxième info, la trace GPX n'était pas parfaitement superposée à la trace qui était proposée sur le parcours. Donc les deux, la trace et la trace GPX et le parcours allaient à droite, mais n'étaient pas exactement au même endroit. Donc voilà, on peut écarter, on peut on peut mettre en sorte que la trace GPX n'était pas un élément qu'on pouvait croire. Pour recontextualiser, ça signifie, pour que les gens les comprennent, par exemple, si tu avais activé les turns sur ta montre, au moment où vous deviez tourner à droite, vous étiez encore tout droit sur la trace GPX, donc par exemple ta montre a pas bipé en mode là faut tourner, et par exemple elle a peut-être bipé à un moment faut tourner, et là il y avait pas de rubalise parce que pour le coup la bifurcation était je sais pas exactement, mais peut-être 100 ou 150 mètres avant. Ça c'est un élément qui est important parce que c'est vrai que je sais pas quel mode t'avais activé, mais sur certaines montres on peut mettre un avertissement, elle vibre quand ça tourne, et là pour le coup ça tournait pas exactement sur la trace GPX, quoi. Pas mal d'éléments, plus le dernier élément, je finis si vous voulez, qui nous est remonté, c'est qu'en fait, si beaucoup de coureurs se sont pas trompés derrière, c'est parce que des gens présents sur le ravito du Chalet Reynard, donc qui étaient pas très très loin, je dirais peut-être une petite centaine de mètres de dénivelé en dessous de la bifurcation, suivaient le live, vous ont pas vu arriver, mais ont vu arriver Pierre Livache. On l'a pas dit ça, mais Pierre Livache était un tout petit peu derrière vous, et lui a trouvé le parcours. Et il est descendu, et quand ils ont vu passer Pierre et que vous étiez pas là, ils se sont dit, il s'est passé quelque chose, ils ont remonté, et on sait pas exactement qui, mais ils ont rappelé, je pense, les coureurs qui étaient derrière, à savoir peut-être Xavier Bartoli, Antonin Iragne ou Valentin Bénard, et après ils sont remontés, ils ont rebalisé un petit peu, donc c'est pour ça aussi que derrière, plus personne s'est trompé. Donc pas mal d'éléments qui font que je sais pas comment on peut attribuer les torts, mais ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment des torts partagés. Et ça, je veux pas. C'est toujours dur, hein, mais quand on est baliseur et qu'on est connaisseur, c'est dur aussi de bien baliser parce que en fait, quand tu arrives là, tu sais qu'il faut aller à droite. Donc en fait, oui, il y avait des rues balisées à droite, j'en suis persuadé. Sauf que vous savez pas à ce moment-là, tiens, faut regarder spécifiquement à droite. C'est des choses qui arrivaient sur un trail que je faisais l'année dernière. Moi, j'ai très bien vu le balisage. Tous les gens derrière moi se sont perdus parce que le seul élément que moi j'avais en tête, c'était faut tourner à gauche, et ça faisait 200 mètres que je regardais sur ma gauche. Mais alors que le chemin principal allait tout droit, il n'y avait pas de rubalises en travers. Et je pense que c'était ça l'erreur, qui est pas une ou deux rubalises en travers du chemin que vous avez pris pour que vous le passiez, que vous disiez voilà, attention, il y a quelque chose, quoi. Donc voilà. Ce qui reste quand même pour moi une erreur assez grave, en sachant que, élément aussi intéressant, c'est que la veille, donc ça c'est de source officielle, hein, la veille sur les courses open, donc j'ai une personne que je connais qui a fait la course open le 70 et qui s'est aussi perdu à cet endroit-là. Et donc l'info
a été remonté. Ça, on le sait que l'avant-veille en plus. Donc Adrien Séguré, Junior Ancon sur la reconnaissance se sont eux aussi trompés à cet endroit-là. Donc ça fait quand même beaucoup d'éléments qui remettent en cause le sérieux de l'organisation sur ce point-là. Et effectivement, tu peux pas compter sur la connaissance du terrain d'un athlète ou alors sur l'évidence éventuelle que là c'est à droite alors qu'en fait c'est pas très bien marqué. Enfin, je veux dire. Ouais. Après, moi, je connais bien l'organisation, je ne vais pas les accabler. Je pense que, Christine, l'une des organisatrices, me l'a dit. Je l'ai vu la veille. Je lui ai dit, ouais, c'est gros cette année. Elle m'a dit, ouais, c'est un peu trop gros, tu vois. Je pense que c'était un peu dur pour l'équipe, pour l'équipe organisatrice, qui est une petite équipe de motivés, de gérer à la fois les Open, à la fois le France. Et que c'était, je pense qu'en vrai, ils s'attendaient pas forcément à ce qu'il y ait 1500 coureurs sur le trail court, tout ce genre de choses. Et ça, c'était, et voilà, pas pour les accabler. Il y a eu un autre élément, c'est qu'à un moment donné, le staff de l'équipe de France a proposé, parce que les conditions pour ceux qui ont suivi étaient quand même annoncées compliquées en haut du Ventoux un peu toute la semaine, de faire un parcours de repli le vendredi. Et en gros, on leur a dit, bah non, on n'a pas les capacités logistiques de rebaliser le parcours de repli, de ce que j'ai compris. Donc voilà, peut-être que c'était un peu trop grand. Faut pas oublier qu'on reste un sport, même si c'est une organisation semi-professionnelle, mais ça repose sur beaucoup de bénévolat. Donc, tu vois, moi je me dis aussi, est-ce que j'aurais pas dû demander à l'orga, est-ce que vous avez pas un besoin et d'aller se mettre peut-être sur des bifurques. Voilà, donc bon, on va pas accabler l'orga. Par contre, ce que Matt a, je pense, trouvait pas cool, j'en ai parlé tout à l'heure, je l'avais vécu aussi, c'est quand tu te dis manifestement il y a un petit manquement de l'organisation et qu'à l'arrivée déjà t'es le seul lésé parce que l'organisation, bon, après se prendre des commentaires sur les réseaux, je me fais pas de doute pour eux que quand ils ouvriront les inscriptions l'année prochaine ce sera plein. Les gens lésés dans l'affaire, c'est quand même les athlètes qui sont peut-être pas sélectionnés en équipe de France, n'ont pas des primes de leurs sponsors sur ces courses-là. Donc bon, les seuls lésés dans l'affaire, c'est quand même les athlètes. Ça, c'est important aussi de le dire. Mathieu, vas-y. Ouais, je voulais rester sur des faits. Du coup, j'ai fait une petite liste, je pense, des 15 athlètes qui sont passés en tête à cette bifurcation. Il y en a 4 qui ont pris le bon chemin. Il y en a 11 qui ont pas pris le bon chemin. Donc, nous 6, Baptiste Petitjean, Loïc Roland, Antonin Iran, Xavier Bartoli et Valentin Bénard sont partis dans la mauvaise direction. Et ensuite, voilà, bon, on va pas refaire tout ça, mais par contre, ce que je voulais vraiment déplorer, et c'est sûr que moi, je veux pas blâmer l'orga, je veux pas blâmer les baliseurs à cet endroit-là, mais je veux blâmer la personne qui a pris la décision de faire un communiqué mensonger qui disait que seuls nous étions allés dans la mauvaise direction et qui disait qu'il n'y avait pas eu de rebalisage ensuite, ce qui est faux puisqu'un spectateur a rappelé les coureurs et a rebalisé. En fait, ne pas avoir ma sélec, ne pas avoir ma prime de podium, de sélection, etc., ça, je passe outre, mais être dénigré et devoir lire du mensonge, ben ça, c'est ça qui m'a mis hors de moi, et donc c'est ça que je voulais souligner. Donc je pense que pour ça, on peut quand même ne pas féliciter l'organisation et ne pas leur trouver d'excuses d'avoir publié un communiqué mensonger pour se dédouaner. Et encore une fois, je comprends je comprends pas vraiment, mais l'argument de Christine Jolin, donc qui est co-organisatrice. Alors, faut m'expliquer. Du coup, accepter en France, ils savaient de quoi ça allait, qu'est-ce que ça allait impliquer, notamment un cahier des charges de la Fédé qui est souvent un peu contraignant. Quelle est l'utilité de rajouter, je crois, sans dire de bêtises, qu'ils ont rajouté 2 courses l'an dernier, un 50 km, un 65 km. Quand tu es une petite orga semi-professionnelle et que derrière, tu justifies tes erreurs par ton manque de bénévoles, bah, c'est pas ce qu'ils disent. Ils ont pas dit ça. C'est moi qui te dis, je pense que c'était un peu gros. Et c'est après, oui, je peux te contextualiser aussi. Je pense qu'aujourd'hui, on va pas rentrer dans le débat, mais la Fédé impose des choses, notamment pour ceux qui étaient des sponsors sur la ligne d'arrivée. Et l'année d'après, ils se cassent. Et toi, ça fait 15 ans que tu as des sponsors que tu n'as pas le droit d'afficher. C'est aussi, je pense, l'une des seules raisons pour laquelle les courses Open ont été maintenues. Et notamment pour ceux qui étaient là-bas, vous avez vu que l'arrivée le samedi, c'était au domaine des Florents et que le dimanche, c'était centre-ville de Bédouin. Parce qu'il fallait monter une ligne séparée de la ligne habituelle. Donc, mais ça, Nico, faut aussi comme... Tu le sais tout ça quand tu acceptes d'être championnat de France. Et ce que je veux dire, c'est que... Ouais, mais je veux dire, ils ont quand même 30, je sais plus combien de temps ça existe. Ça sert à rien de débattre là-dessus parce qu'il faudrait le point de vue des organisateurs qui puissent se donner leur avis. Non, c'est une vraie réflexion à avoir sur le fait de multiplier les formats de course quand t'es une orga qui peut pas les supporter ou alors et aussi remettre en cause peut-être le cahier des charges de la Fédé. Mais là, c'est même pas le cahier des charges de la Fédé, c'est juste un problème de balisage. Donc, c'est un problème de moyens humains. Quand t'as pas beaucoup de moyens humains,
eh ben tu limites tes formats de course. Enfin, ça me paraît plus. Oui, mais si tu veux, tu as quand même le fait que ce soit un championnat de France vient t'ajouter des contraintes. Alors oui, tu vas me dire, tu le savais. D'un autre côté, on est un peu aussi venu les chercher en mode, votre course, elle correspond exactement au championnat d'Europe. Donc pour faire la course de Selec, on aimerait que vous soyez championnat de France. Enfin, j'ai pas tout le détail, mais tu vois, faut pas non plus oublier que il y a aussi une très grande partie du parcours qui est très bien balisée. Il y a une erreur. Moi, ce que c'est pas qu'il y ait une erreur, ça puisse arriver. Ce qui était problématique à mon sens, c'est pas de dire on s'excuse, on est désolé pour les athlètes, on a eu un manquement sur cette bifurque. Je pense que s'ils avaient dit ça, Matt l'a dit, il serait passé à autre chose. Tu vois, je pense que ce qui est dur, c'est d'entendre que non seulement tu te fais léser, en plus limite t'es un débile qui a pas trouvé le truc alors que tout allait bien. Tu vois, je pense que ça c'est une vraie question. On va pas épiloguer là-dessus. Après, on peut passer un peu au déroulé de la course qui s'est passé, mais c'est vraiment le poste, en plus du fait qu'on communique quelque chose, derrière on coupe les commentaires pour que tout ce qu'on vient d'expliquer là, pour recontextualiser, c'est pas possible de le mettre en place. C'est ça qui, moi, à mon sens, pose des problèmes. Et l'une des vraies questions aussi, alors j'ai pas de source sûre là-dessus, mais il me semble que c'est quand même assez compliqué chaque année pour trouver une organisation support des championnats de France. Est-ce que cet événement-là va donner envie à d'autres organes d'être championnat de France? Ça, c'est la vraie question. Et aussi, est-ce que la Fédé, c'est pas son rôle aussi d'apporter, au-delà d'apporter un cahier des charges qui peut être parfois contraignant, aussi d'apporter des moyens humains aux organisations pour les soulager sur tout un tas de choses. Ça sera des discussions peut-être qu'on aura aussi, et ce serait intéressant d'avoir la Fédé là-dessus. Mais voilà, c'est ce qu'on, en fait, en tout cas, pour résumer, c'est ce qu'on souhaite. Ce qu'on ne souhaite plus, c'est d'avoir ce genre de situation sur un France, et comme tu l'as dit, les retombées malheureusement sont sur les athlètes qui auraient pu gagner tout un tas de choses en étant sur le podium ou en étant champion de France. Donc ouais, puis ça a niqué mes pronos parce que j'avais dit qu'ils allaient arriver un groupe à la bataille à la fin et c'était parti pour être ça. Du coup, ça me saoule. Tu vois, on perd notre expertise. Théo, tu voulais réagir? Ouais. Moi, ce que je comprends pas trop, c'est que j'avais eu des infos. La veille, j'ai un athlète que j'entraîne qui était bénévole et qui faisait fermeur sur l'une des courses de la veille. Et dès la veille, il m'avait dit que de toute façon, c'était un carnage là-haut, notamment à cause des conditions météo, avec des rafales de vent, j'ai pas envie de dire des faux chiffres, mais qui étaient au-delà de 100 km/h, qui avait aussi beaucoup de vent, beaucoup de neige, et qui avait de nombreuses traces qui passaient, et que c'était vraiment un problème pour le balisage, mais aussi pour récupérer les coureurs qui étaient en fin de peloton, parce que là, on parle que de la tête de course, mais il y a aussi tout le cœur du peloton et tout l'arrière du peloton pour qui la course se passe mal et qui sont en difficulté. Le Ventoux, c'est pas très accessible au sommet. Du coup, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi, dès la veille, on choisit pas de complètement cutter le sommet du Ventoux et de faire une course plus sécuritaire, parce que oui, pour la tête de course, il n'y a pas de souci de les envoyer en montagne, mais pour la fin du peloton, moi, c'est un truc que je comprends un petit peu moins. Et il y a aussi la question de pourquoi mettre les deux formats en même temps, de mettre le long et le court au même moment, ce qui divise complètement les moyens et de la Fédé et potentiellement des bénévoles, parce qu'en fait, la Fédé, oui, ils ont des DTN, ils ont du monde qui est sur place, mais si vous mettez deux formats en même temps, forcément, ça multiplie les points où ils doivent être, et en plus de ça, on a eu un réseau qui est sur le Ventoux complètement catastrophique, qui n'aide pas du tout à suivre les courses, à communiquer. Et en plus de ça, c'est pas pour critiquer particulièrement cette entreprise-là, mais le chronométreur, c'était assez catastrophique le suivi en direct. Et c'était un peu pareil pour le live, on manquait clairement d'image. Du coup, moi, j'ai un peu des incohérences de pourquoi on n'a pas fait un parcours plus simple dès la veille, plutôt que de faire une demi-coupe le matin. J'ai pas les infos, mais c'est la question que moi je me pose de l'extérieur. Le parcours plus simple, je te rejoins. Le fait que les courses soient le même jour, en fait, si tu as mis en France la veille, ça revenait au même, puisqu'ils avaient laissé toutes les courses open. Donc les moyens humains auraient été divisés aussi. Donc, mais moi, ce que je l'ai dit, hein, l'hypothèse, je pense vraiment que c'était ça, c'est que comme ils n'ont pas des énormes moyens humains, rebaliser le repli était plus possible. Je pense que c'est quelque chose qu'ils anticipent vraiment dans la semaine avant pour baliser les parcours. Après, tu vois, là, je trouve que là-dessus, ils auraient peut-être pu aussi demander de l'aide et tout. Moi, à titre personnel, par exemple, on m'aurait dit, Nico, tu connais un peu, est-ce que ça te dit pas samedi d'aller rebaliser la boucle pour faire le parcours de repli classique, là, qui reste plutôt versant sud quand ils arrivent à la piste des 1005? J'aurais dit, bah, bien sûr, il n'y a pas de problème. C'est sûr que là-dessus, ça aurait été... Surtout que moi, j'ai fait beaucoup de fois la course, vous le savez, j'ai toujours accepté d'aller au sommet du Ventoux avec des sales conditions, même si c'est pas très agréable, même si, à mon sens, ça fausse un peu la course, parce que je comprenais totalement que y a des gens, ils signent pour aller en haut du Ventoux, et que du coup,
tant que les conditions sont quand même pas problématiques au sens ça être dangereux, on maintient parce qu'il y a une partie des gens qui viennent pour ça. Cette année-là, pour moi, le contexte il est complètement différent. C'est un championnat de France, c'est une course compétitive. Tu viens pour faire un parcours où tu te bagarres. Le parcours de repli, c'est un vrai parcours de trail. Limite, il est plus dur que le parcours classique. Et donc, du coup, moi, j'aurais complètement compris que, ok, on chante le sommet. Les coureurs, je pense pas que Mathieu il soit particulièrement attaché à aller au sommet du Ventoux, quoi. Et ça, je trouve que ça a été peut-être la limite, surtout qu'en plus, là, ça s'ouvre du nord, le parcours est versant sud, il y a très peu de vent, quoi, versant sud et tout. Donc, voilà, c'est une petite erreur. Après, on va pas non plus faire les donneurs de leçons. Parlons de sport un peu. Ouais, nous on est assis tranquillement dans notre chaise. On peut aussi organiser les courses si on trouve que ça va pas. Salut, c'est le Mathieu du montage. Évidemment, on ne pouvait pas conclure cette partie sans donner la parole à l'organisation de la course. On leur a donc transmis les principales interrogations et questions soulevées dans la partie précédente. Pour avoir leur version et leur avis, on vous laisse avec Stanislas Richard, co-organisateur du Trail du Ventoux. Bonjour, alors moi je suis Stanislas Richard, je suis co-organisateur avec Christine Grouillet et Serge Jolin. Et cette année, donc, on organisait le Trail du Ventoux Open le samedi et le Championnat de France le dimanche. Concernant la question, est-ce qu'il n'y avait pas un manque de moyens humains pour assurer l'organisation de 2 championnats avec un cahier des charges important? Il faut savoir que le dispositif qui a été mis en place était bien plus conséquent que d'habitude. Il avait été rehaussé, donc il y avait beaucoup plus de monde de présent en termes de secours, de communication, de balises, de signaleurs, etc. Que d'habitude. Donc on avait anticipé la charge de travail sur cet événement. Maintenant, dès le début de nos discussions avec la fédération, on avait dit que nous, la seule possibilité d'organiser c'était de cette manière, donc en séparant le championnat de France et les courses open, puisque comme toute organisation, on a besoin de nos partenaires privés. Donc on pouvait pas leur fermer la porte pour une année et puis reprendre l'année suivante comme ça. Maintenant, oui, organiser le championnat de France uniquement, ce serait plus confortable, ça c'est certain pour les suivants. Après, ça veut dire une autre façon de faire, d'organiser, et ça, c'est pas nous qui pouvons en décider, c'est la fédération. À la question, est-ce que vous aviez été effectivement informé par le staff de l'équipe de France et des coureurs open étant passé à l'intersection en question la veille du manque de clarté de cet endroit? Non, on n'avait pas été informé de ça par les... Alors, Julien Rancon et Adrien Séguret nous avaient informé qu'ils avaient trouvé un petit peu léger le balisage sur la partie sommitale. Donc on avait prévu de toute façon d'y repasser parce qu'il y avait eu beaucoup de vent jeudi, vendredi, il y en a eu plus encore que le week-end, donc on savait qu'au sommet ça avait bougé. Donc de toute façon les ouvreurs étaient repartis plus tôt que prévu pour pouvoir renforcer toutes ces zones sommitales. Cette intersection elle n'a jamais été évoquée. Pas précisément en tout cas. Concernant les coureurs open, j'ai pas eu de retour. On n'a eu aucun retour direct ou indirect d'ailleurs des coureurs de l'open à cette intersection. Donc on n'avait pas spécialement d'inquiétude pour cette intersection. Cette intersection, elle a vu passer les coureurs du 75 tout droit là où sont allées les têtes de course du championnat de France le samedi. Puis il y a eu un changement de balisage derrière Serfil qui a renvoyé les coureurs de l'Open et du 65 sur le chalet Manin. Donc il y avait eu un rebalisage à cet endroit-là, juste après le dernier du 75. Pourquoi y a-t-il eu des changements de parcours le matin même de la course par rapport à la trace fournie la veille? Donc, si on a choisi de faire cette modification la veille, c'est parce que on a jugé que les conditions météo étaient encore dégradées. Alors le vent et le froid étaient à peu près similaires, voire un peu plus. En revanche, il était annoncé des nuages sur la partie sommitale, donc potentiellement une très mauvaise visibilité. Alors ça s'est finalement pas vraiment réalisé, mais ça aurait pu basculer dans le sens inverse et être encore plus néfaste. Donc la sécurité, c'était de renvoyer les coureurs sur la route jusqu'à la plaine des Ermitans en bas des poteaux rouges, avant de les faire remonter sur l'itinéraire prévu initialement. Donc jusqu'à la sortie des poteaux rouges où il y avait un signaleur. Donc on avait informé la fédération qu'on allait faire ces modifications et qu'ils ont validé. Je précise que l'intersection à laquelle les coureurs sont sortis de la trace n'est pas concernée en fait par ce changement de balisage. Il n'y a pas eu de rebalisage à cet endroit-là. Il n'y a pas eu de modification depuis la veille au soir et depuis le passage de l'ouvreur.
Concernant les traces GPX, j'ai un peu l'impression qu'il y a plusieurs versions selon les coureurs, selon les gens, parce que je pense que tout le monde déjà n'avait pas la même trace, sachant que nous, on ne diffuse pas une trace officielle à suivre, puisqu'on ne diffuse jamais les traces vraiment, en disant que, comme on sait qu'on peut changer les parcours assez tardivement, vu l'évolution des conditions météo sur cette montagne qui est particulière, on préfère ne pas donner les traces pour pas que les gens suivent ces traces. Maintenant, on a entendu certains coureurs dire que, comme leur montrent les météores traces depuis le début, ils ont pas été alertés par les bips de la montre quand ils étaient à nouveau hors trace à l'endroit où ils auraient dû être sur le parcours. Il y a également des gens, j'ai l'impression, qui ont suivi la trace GPX du parcours du 50 km prévu 10 jours avant la course. C'est-à-dire qu'initialement, on ne devait pas monter par la route face nord, mais par la piste des 1500 et par le Z, donc c'était plus court. Donc on avait fait une petite boucle qui allait, comme les coureurs se sont trompés, jusqu'au pas de la Frache. Ça a été changé environ une semaine, 10 jours avant la course, mais il y a des coureurs qui avaient fait des reconnaissances 3 semaines, 1 mois avant, avec leurs équipes, et qui étaient passés donc par là. Donc c'était peut-être cette trace que certains avaient, mais j'en suis pas sûr. Maintenant, à propos du communiqué officiel qui a été écrit, donc qui a été publié par l'organisation, en fait... il n'était pas spécialement prévu de communiquer à ce sujet. C'est ce qui nous a motivés, on va dire, ou même obligés, c'est qu'on a commencé à voir affluer, comme vous tous, des réactions de tout plein de gens qui étaient présents, pas présents, de réseaux sociaux qui se disent médias, dont on n'a pas encore vu la carte de presse. Et donc on s'est senti un petit peu finalement agressé et un peu obligé de répondre sur des points qui nous semblaient faux. Voilà. Entre-temps, on a eu aussi d'autres éléments, d'autres retours des coureurs élites, d'autres gens. Donc, ça a atténué certaines choses. Donc, on a fait le choix de retirer ce communiqué. Et aussi, on l'a retiré parce qu'on voulait surtout pas que les coureurs concernés se sentent visés ou qu'on leur reproche quelque chose, puisque c'était absolument pas ce qu'on voulait. Maintenant, avec le recul, les échanges avec les coureurs et pas mal de retours qu'on a eu sur ce qui s'est passé, je pense que comme dans beaucoup de choses dans la vie, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours comme on aimerait, pas toujours comme les médias veulent le faire croire. C'est pas le fait d'une personne ou d'une chose, c'est une accumulation de petits incidents, de malchance. Le parcours, il était balisé, on voyait les balises à droite. Après, certainement que moi j'ai une grosse part de remise en question en me disant c'était peut-être pas suffisant, il aurait fallu faire plus pour que ce soit plus visible encore. On peut pas non plus parler de non-balisage ou d'absence ou donc c'était balisé, mais visiblement, puisque les coureurs n'ont pas vu les balises, c'est que en partie ça aurait dû être certainement mieux balisé ou mieux fermé. Cela dit, ça peut arriver aussi, ça arrive souvent, régulièrement, que des coureurs manquent une balise. C'est pas de chance parce que là, c'est les premiers, donc c'est encore plus marquant. Mais l'erreur est humaine et si le premier ne la voit pas et que les autres suivent, c'est comme ça embarque tout le monde avec eux. Mais c'est pas une faute. Ensuite, le manque de chance fait que quand ils se rendent compte qu'il n'y a plus de balise, ils croisent des gens qui leur indiquent qu'il y a des balises, donc ils continuent, et ils tombent sur visiblement une, deux, peut-être une troisième, un peu plus loin, sur le parcours de la veille, qui a été débalisé, je précise, depuis cette intersection, qui a été intégralement débalisée, sauf visiblement 1 à 3 balises peut-être qui ont été oubliées ou tombées par terre, et donc qui ont fait que les coureurs ont continué dans cette direction en se disant finalement ça doit être ça. Voilà, donc ça, c'est des petits incidents, c'est pas de chance. Et surtout, c'est très triste pour les coureurs qui étaient en tête et qui s'entraînent beaucoup pour ça, qui dédient leur vie à ça. Et c'est vraiment ça le plus dur pour moi, c'est que c'est à eux que ça porte préjudice. Merci beaucoup pour la transparence et l'honnêteté. Alexandre, place au sport maintenant. On va surtout parler de ceux qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu et qui ont fini sur le podium de ce championnat de France, parce qu'on a quand même, faut le dire, des beaux et des belles championnes de France. On reste sur le trail long masculin, bien sûr, le titre inattendu de Florian Bernabeu, qui après tous ses rebondissements a réussi à aller chercher le titre en 4h18, un chrono plutôt très bon. Lui qui s'entraîne sur Annecy, donc nous on le connaissait
Bien sûr, je pense que le grand public ne le connaissait pas beaucoup. C'est quand même un habitué des crosses l'hiver, plutôt un coureur très à l'aise sur les courses où ça court beaucoup et assez vite. Plutôt habitué des courtes distances, j'ai quand même revérifié sa fiche ITRA. Si j'ai bien compté, il y a que 2 ou 3 formats au-delà de 50 km depuis un sacré paquet d'années où il court, donc c'est assez encore plus inattendu de le voir performer sur un France aussi long. 6e des France de trail court à Buis en 2024, 11e l'an passé à Val d'Isère. On l'a quand même vu allonger un peu la distance l'été dernier sur la CCC, où il avait terminé à une anecdotique 67e place en 13h30. Malgré tout ça, voilà une très grosse surprise. Il a réussi à sortir la grosse course au bon moment et bien sûr profiter des faits de course. Donc encore une fois, bravo à lui. Sur le trail long, victoire d'Audrey Tanguy qui revient après l'un des palmarès en tout cas le plus fourni du trail français, qui revient après sa grossesse de 2024, si je dis pas de bêtises, qu'on avait revu en 2025, notamment au Grand Raid du Ventoux, qu'on avait vu à la CCC aussi, qui revenait plutôt en forme. Alors pense à son niveau des années précédentes. Mais là, très clairement, elle a montré que elle était à retour à un très haut niveau. On a la chance d'avoir son entraîneur avec nous, Nico. C'est la question qu'on posera aussi à Audrey tout à l'heure. Mais est-ce que tu l'attendais aussi forte? Est-ce que tu penses qu'elle est quand même revenue à peut-être pas son meilleur niveau, mais à un très haut niveau, en tout cas sur le plan national? Je savais qu'elle était. Alors après, c'est toujours dur. Hein, je l'entraîne que depuis 6 mois, donc je connaissais pas forcément vraiment son niveau d'avant. Mais je pense que l'idée de faire les France était pas vraiment présente chez Audrey quand on a commencé à bosser ensemble. Et elle a fait quelques courses à l'automne dernier où elle faisait des énormes perfs au niveau des valeurs, et notamment, vous connaissez le niveau quand même en Savoie, mais je crois qu'elle avait fait 4 sur le trail de l'Arcluse avec au milieu de gars quand même qui sont très costauds. Donc je m'étais dit ouais, elle est vraiment en forme. Et donc c'est moi qui lui ai un peu glissé, mais tu veux pas faire les chemins de France, refaire une Selec, parce que je lui ai dit franchement, si t'as ce niveau-là, tu vas être dans le match. De là à la voir courir devant du début à la fin, non, parce que d'un autre côté, je connais pas non plus le niveau des autres athlètes. Après, je pense que Audrey, elle a toujours eu un peu aussi ce profil de pas toujours peut-être un peu du mal à vraiment courir avec la grosse bataille, et du coup elle a fait sa course, elle est partie devant, elle a couru du début à la fin devant, un petit peu, si je me rappelle bien, de sa course de 2023 quand elle avait battu Camille Bruyas. Donc voilà, non, je lui avais dit dans les jours d'avant que voilà, elle fallait pas avoir de complexe, que de toute façon elle matcherait pour la Selec, que ce serait sûr qu'elle serait devant. Après, je lui avais dit selon la forme du jour, ça ira de première à 3 ou 4, mais voilà, ça a été une course maîtrisée de A à Z, et surtout, je pense, elle va en parler, mais aussi la fierté de trouver un équilibre de vie qui lui permet aussi d'être une athlète aussi performante qu'avant sa grossesse, tout en respectant son équilibre de vie. Et ça, je pense que moi, en tant qu'entraîneur, c'est un truc qui me tient à cœur, de réussir à accompagner les athlètes là-dedans, et donc du coup, de s'adapter avec un entraînement qui correspond exactement à l'athlète en fonction de sa vie, quoi. Voilà, donc magnifique victoire d'Audrey. Puis je l'ai pas dit, derrière Flo, chez les garçons, c'est Xavier Bartoli, l'ancien cycliste, qui lui aussi réalise une très belle performance, qui termine 2e, et 3e place Valentin Bénard. Sur le trail court masculin, Pierre Galbourdin, premier titre national pour lui, au terme d'une course avec un énorme suspense, hyper dense, hyper rapide. Lui qui avait obtenu sa première sélection l'an passé suite à son top 5 aux France de trail. On l'avait retrouvé aux mondiaux sur le trail court, qui confirme tout son talent et tout son sérieux. Il remporte la course 35 secondes devant Benjamin Roubiol. L'homme des championnats et de tous les formats, surtout vice-champion du monde de trail long l'an passé, qui arrive à être dans les pas d'un athlète qui fait autour de 29 au 10 km. Donc c'est toujours assez impressionnant de voir Benjamin à ce niveau-là, même sur des formats très courts. Et puis la très belle confirmation aussi de Thomas Butez, qui lui aussi avait été qualifié au championnat du monde l'an dernier après sa 3e place aux France. Voilà, un vent de renouveau sur ces podiums et sur ces championnats de France. C'est chouette de voir des jeunes athlètes qui sont bien encadrés confirmer leur potentiel. Et puis chez les femmes sur le trail court, je termine avec la victoire
plutôt surprise, on va dire, de Jarousseau, de Cécile Jarousseau, même si sur le papier elle était la grande favorite, mais au vu de ses péripéties, sur lesquelles elle va revenir d'ailleurs avec nous aussi juste après, on l'attendait pas forcément à ce niveau, malgré tout, avec son talent assez unique, elle a réussi à l'emporter devant la belle confirmation aussi de Maëlle Beauvire qui avait fait réaliser une très belle saison l'an passé et qui obtient son premier podium national en trail. Et puis aussi la belle surprise, l'espoir Tiffaine Basile, que on avait annoncé dans les Outsiders, que personnellement je voyais pas aussi costaud, Espoir 3, qui a mené la course pendant un très long moment avant de se faire rattraper par Cécile et Maëlle. Donc voilà, bravo à L3. Et juste petite anecdote, Cécile, depuis qu'elle court en trail, elle a uniquement 6 courses référencées sur ITRA. Elle est déjà double championne de France de trail court et championne de France de course en montagne. Donc voilà, bravo à elle. Juste un petit truc, je me permets de pousser une forme un peu de coup de gueule, enfin en tout cas une réflexion qu'il va falloir mener. Tiffaine Basile s'est fait rouler dessus au départ, elle est tombée et elle s'est fait piétiner. Donc premiers éléments. Cécile aussi est tombée. Hein, ouais, mais en fait, moi je suis assez frustré d'un élément. Je sais pas si ça aurait changé la course, mais je sais pas si vous avez vu, il y a eu une trentaine de secondes d'écart entre Cécile Jarousseau et Maëlle Beauvire. Et il y a peut-être, je suis pas compté, hein, mais 10 gars entre elles deux. Et ça, je pense que vraiment, ça va quand même, surtout sur le trail court, il y a une énorme densité. Une question à se poser, est-ce qu'il faut pas faire comme font les Golden et faire partir les filles, ou en tout cas les favorites, j'en sais rien, une vingtaine ou 25 filles devant les gars, parce que en fait ça fausse quand même complètement la course là. Moi je connais bien le parcours, en fait rapidement au bout de 4-5 bornes il y a des singles, tu peux plus doubler, et je pense que honnêtement les athlètes féminines, elles sont lésées dans leur capacité à vraiment faire la course du fait d'être noyées au milieu des gars, parce que Cécile Jarousseau elle a fait 150 au scratch ou je sais plus dans ces eaux là. Ouais. Donc c'est ultra dense, et ça je pense que c'est une vraie réflexion à avoir pour les années prochaine, pour que les courses soient équitables, quoi. Enfin, personne imagine que par exemple on fasse le France de cross mélanger les élites féminines et masculines, parce que ce serait complètement injouable pour les athlètes féminines. Vraie question, et ça avait déjà été un gros souci qui avait été relevé l'an dernier à Val d'Isère, où dès l'entrée du premier single, effectivement les filles avaient elles aussi été lésées, puisqu'elles s'étaient retrouvées dans toute une masse de garçons, et s'étaient retrouvées notamment bloquées Lucille Germain, et il y avait des vrais bouchons sur la première partie de course. Donc effectivement, vraie réflexion à avoir pour les années prochaines. Et je termine rapidement avec les performances des clubs, car qui dit championnat de France dit classement par équipe, qui se joue à l'attention des 4 meilleurs chronos des coureurs de chaque équipe, avec obligatoirement une féminine. Et on retrouve là sur le trail court et sur le trail long deux équipes aux 2 premières places, les deux mêmes équipes pardon, aux 2 premières places, que l'on retrouve quasi systématiquement à l'avant des championnats de France. Les Alpes un petit peu contre les Pyrénées, puisque sur le trail court c'est Annecy qui l'a emporté devant les Esclopes d'Azun et le club de Méribel, et sur le trail long c'est Annecy là aussi qui l'a emporté devant les Esclopes et le club de Alès. Et une stat aussi, Nico, je sais pas si tu as des infos là-dessus, mais que j'ai trouvé assez folle, c'est dire aussi quand même l'engouement autour du France de trail cette année. J'ai vu qu'il y avait 97 équipes classées sur le trail court. Je trouve ça, alors je sais pas si c'est une première ou s'il y a déjà eu autant de clubs classés, mais j'ai trouvé que c'était une stat qui était assez intéressante. Ouais, bah je l'ai dit tout à l'heure, 1500 personnes engagées sur le trail court, c'est du jamais vu. Je pense qu'il était 4 ou 500 l'année dernière à Val d'Isère. Et je me suis laissé dire qu'il allait peut-être y avoir des évolutions potentielles sur le VK Trail dans les années à venir, pour que un peu moins de coureurs soient en capacité de se qualifier. Mais affaire à suivre, est-ce que ce sera validé ou pas par la Commission nationale running, c'est l'avenir le dira. Sur quoi je voulais... La sélection, bien sûr. La sélection, donc à l'heure où on enregistre, on est jeudi matin. La sélection a été annoncée hier soir. On va en débattre rapidement, puisque a priori, pas trop de surprises, et on s'attendait quand même plus ou moins à ce que ce soit ces athlètes-là qui soient sélectionnés. Chez les hommes, donc Fred Tranchant, qui était déjà sélectionné, donc sera officiellement de la partie en Slovénie. Antoine Charvolin, repêché, du coup. Le deuxième arrivé des France qui s'était perdu. Et donc le premier des athlètes qui s'est perdu et qui est arrivé 6e d'ailleurs au scratch, c'est Rémi Brassa, qui lui aussi a été sélectionné. Une juste récompense au vu de tous les retours qu'on a eu au niveau athlète, et du fait que c'était sûrement lui l'homme le plus en forme du jour. Et puis Florian Bernabeu, le champion de France, qui a donc accepté sa sélection.
là aussi plutôt logique, et Xavier Bartoli, donc deuxième des France, qui se retrouve remplaçant. Rapidement, des réactions par rapport à cette sélection, trouvez ça plutôt logique, Mathieu? Bah ouais, je pense que les sélectionneurs ont fait du mieux possible et ce qui était peut-être, je sais pas si on peut dire le plus juste, mais ce qui était le plus logique et franchement, je pense qu'ils ont fait une belle sélection avec les contraintes de cette course qui est totalement faussée. Je pense ce qui est sûr, c'est que tous les athlètes qui sont dans cette équipe, ils ont pas volé leur place, on peut rien leur reprocher et donc je pense que ouais, l'équipe sera compétitive et que je souhaite en tout cas à toute cette équipe une belle préparation et un beau championnat. Et puis chez les femmes, donc bien sûr Audrey, la championne de France, Marie Goncalves, deuxième du championnat de France, et Anne-Cécile Thénault, troisième du championnat de France, toutes les trois internationales. Ça s'est joué dans un mouchoir de poche aussi. Audrey nous racontera peut-être aussi comment elle a vécu la fin de course, puisque si je me dis pas de bêtises, Marie n'arrive que 2 minutes derrière Audrey. Et Adeline Martin, donc la quatrième en France, qui est sélectionnée, là aussi vraiment pas de surprise au vu du niveau qu'elle avait démontré. Et Clémentine Geoffrey, donc la meilleure française au championnat du monde de trail l'an passé, qui est actuellement en retour de blessure, qui elle était sélectionnée en tant que remplaçante. Donc là, Nico, pas de surprise et une sélection tout à fait logique. Non, il y a rien à redire. C'était attendu. C'était quand même les quatre filles quasiment les plus attendues, hein, je pense, qui sont sélectionnées. Et puis le choix assez pertinent, je pense, de prendre une remplaçante qui est de très haut niveau au cas où elles doivent rentrer. J'ai envie de dire, si elle a son meilleur niveau, ça peut presque renforcer encore l'équipe si la championne d'Europe encore en titre et puis ex-championne du monde Clémentine Geoffrey est amenée à rentrer dans l'équipe, ce qu'on souhaite pas aux 4 filles sélectionnées. Et donc ces 8 athlètes plus les 2 remplaçants seront présents au championnat d'Europe du 5 au 7 juin à... Alors les remplaçants non, sauf si blessure, mais en tout cas les 8 athlètes annoncés seront au championnat d'Europe du 5 au 7 juin à Kamnik en Slovénie. On suivra ça de près. Juste avant de recevoir Audrey, on revient rapidement sur le live catastrophique sur l'équipe 21. Est-ce qu'on en parle ou pas? Ah, j'ai un tout petit commentaire à faire. On peut pas forcément blâmer l'équipe qui a produit le live sur la qualité des images, qui sont dépendants du réseau, ils sont dépendants des moyens qu'on leur accorde, etc. C'est pas l'équipe qui a produit le live. Non, mais je veux dire l'équipe, les personnes qui étaient sur le terrain et qui ont fait la réal du live. Par contre, j'ai re-regardé le live et ce qui est fou, c'est je peux accepter que des commentateurs ne connaissent pas tous les athlètes, ne reconnaissent pas tous les athlètes, ne connaissent pas tous les palmarès par cœur. Mais ce qui est fou, c'est les inventions quand même. Parce que inventer des âges, inventer des métiers, inventer des palmarès sur des courses que les athlètes n'ont jamais fait, ça c'est quand même une sacrée régalade et j'invite tous les experts du sport à regarder ça parce que il y a quand même des belles parties de fou rire quand on entend des folies comme ça. Moi, je rejoins ça. C'est qu'en fait, pour moi, bien sûr qu'un journaliste de l'équipe, c'est difficilement spécialiste du trail. Par contre, le rôle d'un consultant, c'est d'être quand même un expert de son domaine. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens en France qui sont suffisamment compétents pour animer le live et faire des choses de qualité, connaître les coureurs. Pour moi, quelqu'un qui est censé être consultant, il connaît le groupe de tête, quoi. Tu vois, le moins connu, c'était peut-être Clément Lalba. Bon, bah, voilà, aujourd'hui, il y a plein de moyens de chercher. C'est vrai que c'était... Après, j'ai écouté très brièvement, mais sûr que... Alors bon, c'est du grand public, ils s'en rendent pas compte, mais c'est vrai que nous qui sommes experts, c'était quand même pas ouf, quoi. Donc, j'invite l'équipe... C'est ok de pas tout connaître, mais c'est ouf de sortir des âges, des années-lumière. On parle d'une espoir qui a 33 ans, des métiers inventés et des palmarès complètement ubuesques. Donc, la seule solution que je vois d'avoir eu ça, c'est d'avoir rentré une liste de favoris dans ChatGPT, de dire crée-moi des palmarès et des métiers et des âges, et puis on va lire ça en live, mais c'était fou quand même. Ouais, c'est fou, assez dommage, surtout en termes. Vas-y, Théo. Ouais, ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, c'est que moi, je me suis senti, alors je vais pas dire insulté, mais j'ai été un peu déçu de l'orga de l'ensemble du week-end, que ça soit passé, que ça soit sur place, ou même avec des potes qui ont regardé le live, ils étaient un petit peu perdus, ils ont vite bâché le live parce que c'était des fois juste les balises GPS qui se déplaçaient. Effectivement, il y avait des bugs aussi dans les commentaires, et j'ai l'impression que le sport, il est un peu à deux vitesses. Il y a de plus en plus de pratiquants, il y a de plus en plus d'argent, il y a de plus en plus de moyens, il y a de plus en plus de technologie. Les athlètes s'entraînent aussi de plus en plus dur, et d'un autre côté,
si on compare l'édition des championnats de France du Ventoux par rapport à Val d'Isère, moi j'ai l'impression d'avoir fait un bond en arrière. En fait, l'année dernière, c'était extrêmement bien organisé. Bon, le cadre était incroyable, d'accord, mais déjà, il y avait une course samedi, une course dimanche. Les arrivées, elles étaient hyper bien organisées, c'était clair, il y avait des stands, il y avait même un écran géant, le live était cool. Et là, cette année, les arrivées, franchement, c'était carnage, le suivi, c'était carnage. J'étais franchement un peu déçu, moi, de cette édition-là, et je me suis dit, mais enfin, ça va pas dans le bon sens pour aussi qu'on respecte le sport et que ça devienne un sport crédible. On en parle au JO, mais quand on voit ce qui s'est passé sur l'événement ou sur la retransmission en direct, bah, ça me paraît quand même problématique. Quand on suit un Tour de France, moi, j'ai jamais vu Pogacar partir sur un autre parcours, tu vois. Enfin, ça me pose quand même des questions sur l'évolution Ah, il y du a des sport. épreuves de vélo où il y a eu des petites Et mésorientées. quand même. Oui, bien sûr, mais enfin, évidemment, je veux pas blâmer les bénévoles parce que on en a clairement pas assez et eux, enfin, ils ont énormément de mérite. Mais j'ai l'impression que globalement, ça a été un événement un peu raté et j'espère que ça sera corrigé à l'avenir parce que moi, ça m'a fait un peu de peine, franchement, ce week-end-là. Et puis tout le monde est perdant finalement parce que c'est ce qui est regrettable, c'est que à la fin du compte tout le monde est perdant. La Fédé, les athlètes, l'expérience des spectateurs et tout était avant l'événement, on se disait ouais ça va être un super championnat de France, tout a été mis en place pour que ce soit très beau et en fait des petites erreurs, un petit manque de rigueur. Alors oui, encore une fois, c'est facile de parler derrière un micro et de juger de cette manière-là, mais je pense que malheureusement voilà, tout le monde est perdant et que effectivement le France de l'an dernier avait été un super exemple de comment on peut bien organiser un championnat de France. Malheureusement, on a fait un petit pas en arrière cette année, mais on espère que tout ça sera pris en compte. C'est aussi une manière de remettre en question tout ça et de prendre en compte tous ces détails-là pour faire mieux la prochaine fois et que tout le monde cette fois-ci s'y retrouve positivement, quoi. On rappelle juste à Val d'Isère aussi qu'ils ont une vraie expertise de l'organisation. Ils organisent le critérium de la première neige sur la Coupe du Monde de ski alpin, qui est un événement quand même d'une autre ampleur que les championnats de France de trail. Et c'est vrai que cette capacité-là est pas la même dans toutes les orgas. Et ça, c'est une réflexion aussi peut-être à terme de la Fédé, de peut-être avoir plus de capacité d'organisation de ces championnats, plus que de se reposer sur des courses, quoi. Allez, on va passer sur des choses positives, les gars. Tout à fait, on a fait le tour de ce grand débrief des championnats de France, mais on va continuer avec deux des principales protagonistes de ce championnat de France, et notamment Audrey, qu'on est très content de recevoir. Audrey Tanguy, la championne de France de trail long. Malheureusement, je vous l'ai annoncé, c'était pour vous teaser un petit peu, pour que vous restiez jusque-là. Cécile ne sera pas avec nous, mais elle nous a quand même fait un petit vocal. Donc juste avant de commencer l'interview avec Audrey, on se retrouve avec Cécile qui nous parle un petit peu de son titre et surtout comment elle a vécu son année dernière assez compliquée après son titre de championne de France, où elle n'avait pas pu honorer sa sélection au championnat du monde. On vous laisse avec ce petit vocal de Cécile et on se retrouve juste après avec Audrey. Ouais, donc un petit récap de mon année là depuis les France de trail à Val d'Isère. Ça va pas être un récap très palpitant en termes d'entraînement. Je préviens tous les auditeurs qui sont un peu avides de plans. Effectivement, ils vont être déçus parce que pour le coup, j'ai enchaîné pas mal les blessures. Après Val d'Isère, j'ai enchaîné sur une grosse inflammation au tendon d'Achille. J'avais prévu après le titre de faire l'itinérance, de couper un peu de la course à pied parce que j'avais fait une bonne prépa quand même sur 3 mois pour ces France-là. Et donc, j'avais coupé pendant 15 jours en randonnée itinérante. Et quand j'ai repris, donc courant août, j'ai vu que j'avais très, très, très mal donc au tendon d'Achille. Et donc, j'ai dû couper complet. Ce qui a fait que j'ai pas pu aller au championnat du monde après en septembre. J'avais très très mal encore. Et courant octobre, cette pathologie-là s'est résorbée, mais en fait, elle venait d'où? Elle venait d'une torsion de ma cheville, en fait, toute bête, que j'avais faite sur une sortie trail quelques jours avant l'épreuve des France de Val d'Isère. Et en fait, sur cette torsion-là, il y avait aussi un autre tendon qui avait été touché. Et sachant que pour rééduquer souvent un tendon d'Achille, mis à part l'hygiène de vie, bien boire, bien manger et bien dormir, et bien en fait il n'y a pas grand chose à faire mis à part énormément d'exercices de renforcement, parce qu'il faut en fait recréer autour de la gaine lésée un nouveau schéma de fibres tendineuses. Et donc pour ça il y a que les exos. Donc j'ai bouffé des exos à mort autour du tendon d'Achille. Sauf qu'en fait l'autre tendon qui était lésé, qui était un tendon à l'intérieur de la cheville au niveau de la malléole, lui n'a pas eu ces exercices-là très spécifiques à sa condition. Du coup, j'ai dû à partir d'octobre, novembre jusqu'à décembre m'occuper de lui.
Donc je n'ai pas pu courir sur cette période-là, en fait, de juillet jusqu'à fin décembre. C'était très long. Je n'ai pas pu courir, c'est faux. J'arrivais quand même à faire quelques petits footings en décembre notamment, en novembre aussi, fin novembre. Mais je parle de 2 à 3 footings par semaine, à raison de 20 à 45 minutes. Ou alors des sorties montagne. Et là, c'était compliqué en décembre parce qu'il y avait la neige, mais des sorties montagne en marchant, en fait, en rando. Donc sur peut-être octobre-novembre, j'ai dû les faire. Donc voilà, mis à part ça, en termes de sport, ouais, c'était très 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 faible de juillet à décembre. Et puis comme une bonne résolution, dès janvier, j'ai repris à courir. Donc là, c'était vraiment de la réathlétisation, quoi. Tout le mois de janvier, j'ai pu enfin m'entraîner un peu tous les jours et ça faisait tellement du bien. C'était vraiment un renouveau, quoi. Ça faisait trop plaisir. Et j'ai pris un tout petit dossard au Trail de Bise là pour aller courir avec les copains, histoire de se remettre un peu dans le jus parce qu'on est un peu excentré là où on habite dans les Pyrénées. Et puis c'était chouette. Bon, on s'est perdu un peu, mais c'était une belle expérience. Et en fait, pour la petite histoire, en fait, si vous voulez des stats, le premier vrai dossard que j'ai repris, c'était aux France du week-end dernier, justement, les France de Val d'Isère. Et en fait, j'avais pas remis de dossard véritablement sur une grosse échéance depuis les Hauts-de-France, donc de 2025 en juillet, quoi. Où je gagne également. Donc vraiment, la stat est assez drôle sur 2 gros dossards, 2 victoires. Je crois que j'avais jamais fait ça avec une belle perte de lisette entre les deux. Donc j'ai continué mon petit bonhomme de chemin en janvier. En février, j'ai chopé une bronchite, angine carabinée qui m'a bien séché là tout le mois de février. J'ai dû m'arrêter de courir et après j'arrivais plus à faire d'intense. Donc de fin février jusqu'aux France de Trail, je faisais beaucoup de footing long, footing lent. J'ai pu mettre quelques petits kilomètres dans la semaine, mais bon, rien de strato, hein. Et surtout 0 intense. Donc je suis arrivée vraiment avec une confiance au ras des pâquerettes. Déjà, je suis pas trop confiante en moi de base. Donc voilà, j'étais pas hyper sereine et durant la course, en plus de ça, je chute dès les 20 premiers mètres. Je fais oh là là, la poisse jusqu'au bout. Et en fait, bah, je me suis remis dans ma bulle. J'ai un peu payé cash le fait d'avoir remonté directement sous l'adrénaline les premiers kilomètres là sur route de la course. Je l'ai payé cash dans la début de montée là. Et puis après, en fait, je me suis mis dans ma bulle et en fait, en jouant énormément avec le parcours, avec les sentiers roulants, avec les descentes, surtout les descentes, j'ai pu remonter petit à petit au classement jusqu'à arracher cette belle victoire, quoi. Et vraiment, elle a un goût incroyable parce que c'était tellement serré avec les filles. Je savais pas trop en fait à combien c'était derrière. Et du coup, en fait, j'ai vraiment conscientisé le fait que je pouvais gagner qu'au moment où j'ai vu l'arrivée, quoi. Et là, en fait, contrairement à Val d'Isère où j'ai eu quelques kilomètres et puis le caméraman m'avait dit que Lucille était quelques minutes derrière, donc j'étais un peu large. Contrairement à l'année dernière, bah là, en fait, tout est arrivé d'un coup. Toute l'émotion, toute la joie, décuplée par le fait que j'avais galéré à faire mes exercices de tendons depuis plusieurs mois. Et bah ouais, ça a été, c'était vraiment la bouffée de joie pure qui t'envahit complètement, quoi. Et là, je tombe dans les bras de Kylian Haller, un pote à l'arrivée, et c'était vraiment hyper fort. C'est marrant parce qu'on dit souvent que les premières fois sont les plus fortes. Et là, pour le coup, entre ce titre de 2025 et celui de 2026, celui-là, ouais, il a vraiment une saveur beaucoup plus puissante pour moi. De par cette difficulté à pouvoir m'entraîner correctement pour le préparer, quoi. Et bon, voilà, on pourrait croire que c'est facile de gagner un titre de championnat de France de trail quand on écoute le peu de prépa que j'ai pu faire, mais en fait, enfin, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut remettre aussi en perspective. C'est-à-dire que oui, effectivement, bon, j'ai pas Strava, mais si on regarde mon Strava les 3 derniers mois, on se dit mais comment elle fait, comment c'est possible. Mais en fait, j'ai pas Strava depuis 15 ans, mais si j'avais Strava depuis 15 ans, je pense que tout de suite, on se pose vraiment une question, quoi, sur ce titre et cette capacité à être présente le jour J malgré
malgré tout ça, malgré ces pépins. C'est pas rien 15 ans de pratique sur une personne assez régulière quand même à l'entraînement, mis à part quelques années où j'ai fait le tour du monde. Mais voilà, pour juste un petit rappel quoi, de dire que faut aussi compter sur ça quand on commence à avoir un peu de bouteille, un peu d'années d'entraînement, et qu'on est un peu tatillon sur l'optimisation, un peu tatillon sur les plans. Et faut se rappeler qu'en fait on a quand même une force qui est là qui d'années d'entraînement, d'expérience, de gestion de notre corps, de gestion de l'effort, qui sont toujours là en fait. Et ça c'est hyper rassurant. Enfin voilà, si j'ai un message à faire passer sur ce titre, et si ce titre m'a appris quelque chose, c'est vraiment ça, c'est vraiment pouvoir être confiant en ces années de pratique. Et puis pour ceux qui n'en ont pas, écoutez, de pas baisser les bras, d'y aller quoi. Et en fait, c'est la consistance qui paye le plus, je trouve, dans notre sport en tout cas. Donc voilà, petit récap. Allez, on a quand même une championne de France présente avec nous en direct. On est très content de pouvoir accueillir pour la première fois dans le podcast la championne de France de trail long, Audrey Tanguy. Audrey, félicitations déjà, parce qu'on n'a pas eu la chance de se croiser à Bénin, donc j'ai pas pu te donner mes félicitations. Première question, comment vont les jambes et comment va le moral quelques jours après ce sacre? Salut Alex, écoute, ça va, c'est c'est en cours de réparation, le moral va très bien et les jambes vont mieux. Bon, on imagine que tu étais déjà plus ou moins au courant, mais comment tu as réagi à la sélection? Tu vas retrouver le maillot bleu après ta dernière sélection en 2023 à Innsbruck. C'est super, ouais, je suis hyper contente, c'était l'objectif, donc il est rempli et c'est cool, ouais, c'est vraiment top. Je l'ai dit rapidement tout à l'heure, tu as un palmarès assez exceptionnel, sûrement l'un des plus beaux du trail français, voire européen, hommes et femmes confondus. Je suis obligé de citer tes principaux faits d'armes. Accrochez-vous, il y en a quand même un sacré paquet. Donc, tu es double championne du monde par équipe 2022-2023, championne d'Europe par équipe en 2022. À chaque fois que tu as mis le maillot d'équipe de France, tu as terminé dans le top 10, en tout cas sur tes dernières sélections en individuel. Deuxième du 90 du Mont Blanc, double vainqueur de la TDS, deuxième de la Diag, deuxième et troisième du Mute, deuxième du Lavaredo, quatrième de la Trans Gran Canaria, sixième de la Western et sixième de la CCC. Et désormais championne de France, ton premier titre de championne de France. Quelle saveur il a ce titre au regard de ta carrière et au regard aussi de ces 2 dernières années où tu as connu pas mal de chamboulements et notamment la naissance d'un enfant? Une saveur d'étonnement en fait. C'est vrai que moi quand j'ai décidé d'avoir mon bébé, je me suis dit que j'avais vécu ce que j'avais à vivre dans le sport et que si je revenais et que j'avais envie de revenir et de refaire du haut niveau, c'était cool, et si c'était pas le cas, c'était pas grave. Moi mon objectif c'était maintenant d'être maman et de profiter à fond de cette vie-là, et il se trouve que voilà, j'ai eu envie de recourir, pas tout de suite en compétition, et puis la forme est revenue, et donc c'est super en fait. C'est super d'arriver à tout combiner, et puis tant que ça dure, c'est top. Juste, je rebondis pour là-dessus. J'ai eu la chance de passer pas mal de temps en Sélec avec Audrey sur nos dernières sélections. Et la première fois que je l'ai revue, quand elle est revenue sur les courses, si je dis pas de bêtises, enfin en tout cas, je dis pas de bêtises sur la première fois que je t'ai revue, c'était à peu près sur les mêmes sentiers, il y a un peu moins d'1 an, sur le Grand Raid du Ventoux, t'étais revenu. Et c'est vrai que en 1 an, t'as passé un vrai cap parce que tu t'étais bataillé plus pour la 3e place, mais qui, je pense, correspondait pas au niveau du podium de dimanche dernier. Donc c'est vrai que tu as réussi à reconstruire ton meilleur niveau, parce que je pense que, enfin, je sais pas comment tu le ressens, mais tu cours à peu près au niveau d'avant ta grossesse, non? Ah oui, oui, complètement. Je pense que je sais même pas si je suis pas plus forte sur du plus court. C'est-à-dire que ouais, c'est vrai que c'était il y a 1 an la dernière fois qu'on s'est vu, et moi je courais que avec ma poussette à l'époque pendant 1 an et demi. Il faut savoir que j'ai couru que avec ma poussette. J'ai tout le temps couru avec Marceau. Donc j'ai recommencé vraiment l'entraînement que ensemble à partir du mois d'octobre, et encore au mois d'octobre, Nico, il y avait deux séances par semaine, quoi. Le reste c'était encore de la poussette. Ça fait 2 mois en fait où j'ai une semaine complète. Et encore, j'ai pas les week-ends pour m'entraîner. Donc c'est super, parce que ça me permet aussi, moi, de mettre une priorité là où je veux qu'elle soit, et en même temps de profiter à fond de cette vie qui est quand même exceptionnelle, et de tous les acteurs du monde du trail. Donc c'est top. Tu es aussi encore prof de PS à côté. Nico parlait de l'équilibre de vie que tu as réussi à trouver avec ton enfant. C'est quelque chose que tu as beaucoup évoqué aussi après la course. Raconte-nous un peu justement en quoi consiste cet équilibre et comment tu as réussi à
à le trouver. Finalement, ce serait un peu la quête, la quête de tout le monde, d'arriver à trouver le meilleur équilibre dans sa vie. Et bien, en fait, moi, je me suis pas du tout mis la pression pour revenir à haut niveau. Ça, je pense que, enfin, en tout cas, pour moi, c'était très important. Et puis, cette vie, enfin, pour moi, c'est pas la vraie vie, en fait. Là, c'est génial, hein, mais pour moi, ça reste quand même un hobby, quoi, la course, si je peux dire ainsi. Moi, la vie, c'est les gens qui sont autour de moi, c'est mon travail, c'est ma famille. C'est ça, pour moi, ma vraie vie. Et je voulais absolument que ça soit au centre. C'est un petit peu, je sais pas si vous connaissez cette expérience, mais quand on commence à avoir un récipient et qu'on met les mauvaises priorités en premier, par exemple des gros cailloux en premier, et ben il reste peu de place pour les petits cailloux. Mais moi, je voulais que les gros cailloux soient les vraies priorités et pas que je me trompe pas sur ce point-là, parce que c'était vraiment important. Donc pas, j'avais aucune pression, j'avais pas de oui, j'avais pas une envie viscérale de prouver que j'étais encore capable d'être à haut niveau après avoir été maman. Je veux dire, ça, je le sentais au fond de moi que physiquement, je pouvais le faire. J'avais rien à prouver. Mais est-ce que mentalement, j'avais envie? Et est-ce que j'étais prête aussi à me refaire mal à ce point? C'était ça un peu la question. Donc ta question à toi, comment est-ce que je suis arrivée à tout concilier? Il se trouve que j'ai encore le bénéfice des championnats du monde qu'on a gagnés en équipe en 2023 et que j'avais encore un emploi du temps aménagé cette année. Donc c'était super, j'ai pu en profiter pendant 2 ans, j'ai pu bien profiter de mon petit et maintenant je peux aussi arriver à m'entraîner, travailler et profiter à fond de Marceau comme j'en ai envie. Donc j'ai quand même la chance cette grande chance-là pour pouvoir tout faire. Audrey, j'ai une petite question par rapport au soutien de tes sponsors pendant cette période, où même toi, tu disais que tu n'avais pas la certitude de vouloir refaire du haut niveau après. Je pense que c'est une vraie question, il y a des enjeux là-dessus, parce que je pense qu'il y a pas mal de femmes qui repoussent peut-être des envies de maternité pour se consacrer plus longtemps à une démarche de haut niveau. Toi, comment ça s'est passé avec Oka quand tu leur as annoncé ce projet? Et il me semble que tu es encore athlète chez eux, donc je suis curieux de savoir un petit peu le déroulé de tout ça. Eh bah, écoute, j'ai eu un soutien total d'Oka et c'est depuis le début que je suis chez eux. Je leur ai annoncé tout de suite parce que je voulais vraiment être franche dès le début. J'avais signé un contrat pour 3 ans, alors j'étais plutôt bien, mais je voulais qu'ils le sachent et j'étais prête à rediscuter s'ils voulaient, même si j'avais signé un contrat, s'ils voulaient baisser certains montants. Je veux dire, je l'aurais compris et j'aurais pu aussi compenser sur d'autres choses. Alors les réseaux sociaux, pas trop, parce que moi je suis vraiment pas fan de ça. Donc ça m'aurait demandé beaucoup et ça aurait été vraiment contre ma nature. Mais par contre, oui, j'aurais pu, je sais pas comment, mais en tout cas essayer de faire les choses différemment. Ils m'ont rien demandé, ils m'ont soutenu totalement. Ce qui n'a pas été le cas de tous les sponsors, je te le cache pas. Mais en tout cas, au cas, il n'y a pas eu ils m'ont suivi de manière inconditionnelle. Ouais. Ça, c'est la règle dans le trail. Plus le sponsor est gros, moins il est embêtant, en principe. Mais moi, juste pour réagir un peu sur tout ce qu'a dit Audrey, c'est vrai que je pense qu'elle a bien dit aussi une chose qui, je pense aussi, fait que peut-être elle va être presque encore une meilleure athlète maintenant. C'est que Audrey a toujours été très talentueuse, mais je pense a toujours un peu subi la pression. Je pense que tu seras d'accord avec moi sur les grands events. Et je pense que le fait d'aujourd'hui être en mode je cours et en fait, quoi qu'il se passe, lundi matin, je vais retrouver Marceau, je vais retrouver ma vie. Ça permet aussi de courir relax, quoi. T'es en mode j'ai tout à gagner, j'ai rien à perdre. Et ça, je pense que c'est finalement aussi quelque chose à retenir du fait que c'est pas parce que on fait des choses sérieuses qu'on a toujours besoin d'être hyper sérieux et que finalement le détachement c'est aussi finalement une forme de qualité. On le voit souvent chez plein d'athlètes qu'ils deviennent meilleurs le jour où ils disent un petit peu ouais bah, c'est juste du sport, ce qui n'empêche pas de faire les choses très sérieusement parce que Audrey est très impliquée dans son entraînement. Elle l'a dit, elle a le temps de s'entraîner dans la semaine. Alors après, je pense que ça, c'est le rôle de l'entraîneur. Je ne veux pas dire de bêtises, Audrey, mais je pense qu'on n'a pas fait de sortie qui était supérieure à 3,30 peut-être, 3,45. Ouais. Voilà, moi, c'était mon souhait aussi de dire bah voilà, elle a une vie de maman à côté, donc le but c'est pas de lui mettre des séances où quand elle rentre elle doit dormir 3 heures l'après-midi. Et c'est vrai que c'est bien de montrer qu'on peut avoir misé c'est les bases de l'entraînement, mais sur la continuité de son entraînement, parce que par contre il y a une réelle continuité. On l'a vu sur le championnat de France, on l'a vu, on n'en a pas parlé, mais
T'as couru 1h17 au semi-marathon sans chaussures carbone, ce qui est quand même un chrono très respectable pour quelqu'un qui on va pas dire va jamais sur la route, parce que j'ai mis quand même quelques séances de plat, mais qui est plus habitué à courir dans la montagne. Donc ouais, c'est aussi une invitation aux gens de prendre ce recul sur la pratique, parce que c'est pas parce que on est moins investi dans la manière dont on le perçoit qu'on est forcément moins performant. Tu partages du coup ce constat, j'imagine, Audrey? Ah oui, oui, tout à fait. Bah là, à 100%. Alors, c'est clair. Puis, comme disait Nico, il me connaît bien. C'est vrai que moi, la volonté de toujours trop bien faire, en fait, ça me bouffe. Et du coup, là, le fait de reprioriser les choses, ça permet de prendre du recul. Et finalement, bah, si c'est pas parfait, bah, c'est pas parfait. Et on verra bien ce que ça donne. Et ça enlève beaucoup de pression. Et je pourrais rajouter aussi que le fait de m'être éloigné un peu de la vie du haut niveau pendant 2 ans, ça permet aussi de se rendre compte que on est vite, comment dire, on est vite oublié. Moi, ça me fait du bien en fait, parce que c'est pas évident non plus de se retrouver, d'être reconnu, d'être par des gens qu'on connaît pas. C'est pas facile, et en fait d'être oublié assez vite. Alors parfois ça fait un petit pincement au cœur, mais surtout ça fait du bien en fait. Ça fait du bien de se dire ok, tu vois, ça revient au calme, et la vie est là, et faut pas se tromper de vie quoi. Au vu de ta performance aux France, de ta future sélection, déjà, quelles vont être les ambitions, si tu as déjà un petit peu réfléchi aux Europes, et aussi, est-ce que tu as déjà commencé à te projeter sur la suite, potentiellement revenir sur un événement UTMB ou refaire de l'ultra, rester sur des formats plus courts? Est-ce que tu as déjà réfléchi aussi un petit peu à la suite? Ouais, j'ai déjà réfléchi, ouais. Vite. Pour les Europes, l'objectif, il est clair, c'est d'être championne d'Europe par équipe, ça c'est clair. Alors les championnats, moi j'ai un peu de mal à avoir des ambitions individuelles. Je regarde vraiment l'équipe. Déjà, ça me fait du bien, c'est parce que j'y vais aussi pour performer en équipe. Donc, l'objectif est là. J'aimerais bien être dans les 3, si je peux. C'est toujours le même objectif. Et d'être championne d'Europe par équipe, c'est clair. Pour la suite, pour l'instant, alors je peux encore changer d'avis, mais pour l'instant, c'est vrai que je me vois plus sur des formats plus courts qu'avant. Et c'était déjà ma tendance avant la maternité. Je me demande si je me suis pas trompée de discipline en fait, en allant d'abord sur l'ultra. Moi, je fais l'inverse de tout le monde. Et par rapport à mon caractère, et par rapport à mon plaisir en fait de course, moi c'est vrai que j'aime quand même bien courir, et sur l'ultra on peut pas partir trop vite, sinon on termine pas. Et puis courir toute la nuit, plusieurs jours et tout, c'est quelque chose qui finalement maintenant me donne plus du tout envie. Et mon rôle de mère m'en empêche en fait aussi, parce que faire des sorties de 7-8 heures plusieurs fois par semaine, c'est vraiment impossible dans ma vie. Donc tout correspond pour me dire la prochaine fois que je ferai une course à l'UTMB, ce sera peut-être l'OCC ou l'OTC. Mais c'est vrai que moi, les très longs me donnent plus trop envie. C'est important ce que tu dis, parce qu'on le dit souvent dans le podcast, mais quand on fait des sujets conseils, de aussi choisir des distances qui sont en adéquation avec sa vie, et pas le contraire. Pas dire tiens, je vais faire un ultra, ok, alors faut faire des sorties de 7 heures, comment je fais des sorties de 7 heures dans ma vie? C'est pas possible. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, et que les athlètes de haut niveau le disent aussi, de dire bah voilà, en fait, en vrai, aujourd'hui je peux m'entraîner comme ça, c'est quoi les formats qui correspondent vraiment à ce type d'entraînement? Bah tiens, c'est peut-être plutôt des courses de 50 km. C'est important, je pense que les gens l'entendent aussi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de focus sur l'ultra, mais déjà, enfin nous on court tous ici dans le podcast. Bon, 50 km, c'est pas non plus la sortie que tu fais tous les matins en te levant, quoi. Ouais, puis une belle preuve que on a beau partir sur de l'ultra et se dire qu'on n'a pas forcément les qualités sur le court, et puis revenir sur le court, et puis se rendre compte qu'on peut aussi s'épanouir très bien sur des plus courtes distances. Et encore une fois, quand en plus logistiquement c'est plus simple dans la vie au global, bah c'est chouette, c'est un bel exemple aussi de ce truc-là. Donc très cool, on te souhaite plein de réussites. Bravo encore pour ce titre de championne de France. On va bien sûr suivre les Europes avec grande attention. Et puis, on te souhaite le meilleur pour la suite, pour le petit aussi, et puis pour la vie, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Audrey. Salut Alex. Merci à toi. Salut. Merci.
Et ben voilà, débrief des France un petit peu. On a essayé de faire ça express. Bon, ça va durer quand même 1 heure, mais on espère que ça vous a plu. Pas de reco, pas de quiz pour terminer l'épisode. On vous réserve ça pour le prochain épisode plus classique qui sortira dès la semaine prochaine. Donc préparez-vous à tout ça. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à partager l'épisode, venir nous parler sur le canal YouTube X que vous trouverez sur le compte de Mathieu sur Instagram si vous voulez échanger avec nous. Et puis voilà, merci à tous. Pas de haine sur les réseaux, ça sert à rien les amis. Bien sûr, on essaye d'être constructif, on essaye au maximum mais voilà, le but c'est d'échanger, de dialoguer le plus possible pour améliorer les choses. En tout cas, on espère qu'on fait un petit peu notre part aussi à ce niveau-là. En tout cas, on prend beaucoup de plaisir à le faire. La prochaine fois, les gars, on on va a fait faire bénévole. Voilà. Exactement. Donc maintenant, l'année prochaine, bénévole au Trail du Ventoux. Nico, tu leur as proposé, donc ils vont t'appeler là, c'est sûr. Moi, avec plaisir. Hein. Si on m'avait dit d'aller là-haut parce qu'ils pensaient qu'il y avait un doute, je serais allé pour sécuriser la course. Je t'avoue que ça nous a quand même un peu plombé la journée. T'es en mode, c'est tout ce groupe-là qui se perd. Tu vois, il y a un ou deux, ça a complètement changé la journée. Et puis même pour tout le monde, je pense que Flo, Xavier, ils n'ont pas profité comme ils auraient mérité de profiter de médaille nationale avec ce qui s'est passé, parce que tout de suite, on leur a un peu mis la pression en mode bon, il y a une course de select, comment on fait? C'était pas idéal pour qui que ce soit. Voilà, nous terminons sur ces mots. Merci beaucoup les gars, à la semaine prochaine et puis bonne continuation. Semaine. Allez, on arrête, stop. Stop. Ciao. Ciao. Bye.